Bonsoir. Attaque de très grande envergure le samedi 26 avril contre les forces de la junte malienne par les forces combinées de rebelles Touaregs, le Front de libération de l'Azawad, et des éléments de la branche d'Al-Qaïda au Sahel, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM en français, apparenté bien sûr à Al-Qaïda. Ce qui semblait jusque-là comme des troupes hétéroclites, faites de briques et de broc, improvisées à la hâte, en une sorte d'alliance très improbable, s'est révélé en fait d'une redoutable efficacité. En l'espace de quelques heures seulement, plusieurs localités ont été occupées, dont Kidal, censée être pour la junte malienne sous la protection des paramilitaires russes de l'Africa Corps, ce qui a fait dire à un responsable malien que les Russes ont trahi, qu'ils étaient de mèche avec les rebelles. Une attaque donc fulgurante qui montre la parfaite organisation de cette alliance, sa parfaite connaissance du terrain et très vraisemblablement une assistance extérieure dont on ne sait encore rien. Ça reste de la pure spéculation. Le ministre de la Défense de la junte au pouvoir, Sadio Camara, a été tué le premier jour de l'attaque dans un impressionnant attentat suicide, semble-t-il, qui a causé l'effondrement de la résidence du général, d'une mosquée et de tout un pâté de maisons, nous dit-on. Les troupes paramilitaires russes se sont retirées du champ des opérations et se seraient repliées en direction de la ville de Gao, en même temps qu'une partie des troupes maliennes qui auraient escorté de hautes autorités maliennes. Régionalement et à l'international, des condamnations de pure forme. La Turquie, partie prenante aux côtés de la junte, a adopté une position très grise. Elle a condamné ce qu'elle qualifie d'agression et exprime son soutien à Bamako. Pareil pour l'Algérie, qui a rendu public un communiqué de simple routine, réaffirmant sa position de refus du terrorisme, la sacralité de l'unité territoriale, etc., etc. Seul fait notable, mais qui reste aussi dans l'ordre du formel, le président de la transition, le général Goïta, a reçu l'ambassadeur de Russie au Mali. Cet ambassadeur a fait une déclaration, elle aussi, de pure forme, jusqu'à preuve du contraire, réaffirmant l'engagement de la Russie aux côtés du Mali contre le terrorisme international. Mais une question se pose néanmoins concernant l'Algérie, dont personne de moyennement informé n'ignore la forte implication dans la région du Sahel, tout particulièrement avec les pays qui lui sont frontaliers. Quel rôle a-t-elle ou n'a-t-elle pas joué dans cette affaire? Parce que dans les deux cas, sa responsabilité serait directement engagée. Nous en parlerons avec nos invités. Mali, un saut dans l'inconnu, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abdoulaye Tayoub, président de l'Organisation de la diaspora Touareg en Europe, ODTE. Abdoulaye Tayoub, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Nous allons être rejoints dans un moment par M. Tiambel Guima Bayara,
directeur de la publication de La Voix du Mali, ici en Europe, en Occident. Alors, Abdoulaye Attayoub, alors comme ça, d'abord à chaud, votre avis sur ce qui vient de se passer au Mali, c'était prévisible? C'est d'après vous, est-ce que ça a été laborieusement préparé? Est-ce que c'est juste, ça s'est passé comme ça en marchant? À votre avis? Oui, je pense qu'effectivement, pour ceux qui suivent un peu on va dire, cette situation depuis un certain temps, ils savaient, s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose. D'accord. Peut-être pas de cette envergure, mais oui. Ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose. Parce que depuis la reprise des Kidal par Wagner à l'époque, oui. Et les militaires maliens, effectivement, et le retrait justement de combattants du FLA, donc, sur Tinzawatan, tout le monde savait qu'à un moment donné, les gens allaient revenir et prendre position, tout simplement. Donc, après, personne ne savait quand ça pouvait se passer et dans quelle ampleur les choses peuvent se passer. Mais tout le monde savait que ça ne pouvait pas durer éternellement. Donc, mais comment expliquez-vous cette alliance presque contre nature entre le Front de libération de l'Azawad et cette organisation djihadiste affiliée, apparentée à Al-Qaïda? Vous savez, les choses sont très claires. En fait, les gens de l'Azawad ont un agenda qui est connu. La question qu'ils défendent, ils la défendent depuis plus de 60 ans, avant l'émergence des groupes djihadistes dans la zone. Les gens de l'Azawad ont finalement revendiqué quoi? Ils revendiquent juste le droit d'abord d'être considérés comme citoyens maliens, avec les mêmes droits que les autres Maliens. Ça a été toujours exprimé comme ça. Oui. Il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été signés, qui n'ont jamais été respectés, donc généralement parrainés par la communauté internationale, avec la France et l'Algérie en premier plan. Et les derniers accords de 2014, donc tout le monde sait qu'effectivement ces accords ont traîné pendant pratiquement une dizaine d'années et qui n'ont pas été appliqués, pour après être dénoncés par la junte actuelle. Donc ils ont un agenda politique très clair. Après, les mouvements djihadistes sont arrivés, qui eux ont un autre agenda qui est plus national que celui uniquement sur la région de l'Azawad. Mais il se trouve qu'effectivement, l'adversaire ou l'ennemi commun, c'est la junte actuelle. Parce que c'est elle qui fait blocage finalement à l'unité du pays, c'est elle qui fait blocage à toute solution politique. Donc c'est uniquement ça. C'est une alliance tactique. Je pense que c'est une alliance de circonstances. Dans le passé, il y a eu d'autres alliances en 2012, 2013 du même type, qui s'est malheureusement mal terminées. Mais là, bon, je crois savoir qu'effectivement, là, je pense qu'ils ont tiré des leçons de l'échec de cette période-là. Et que là, je pense que chaque groupe ou a fait un pas vers l'autre pour essayer au moins d'avoir une alliance tactique, comme vous dites, et essayer de débloquer la situation. Parce qu'il faut dire que la situation était bloquée et que la junte n'avait absolument aucune vision, aucune perspective de régler cette question. Alors, pour essayer d'avoir des informations fiables, nous allons profiter de votre présence ici, vous qui représentez donc une organisation de la diaspora touareg en Europe. Ces populations touareg qui sont disséminées dans plusieurs pays du Sahel, voire même ailleurs peut-être, vous allez nous dire un peu qui sont ces touaregs, comment se répartissent-ils à travers les pays du Sahel et à quelle importance dans les pays respectifs? Les Touaregs, effectivement, bon, je fais souvent des conférences en Europe ici, d'abord sur les aspects culturels, ensuite sur les aspects politiques depuis un certain nombre d'années. Et très souvent, effectivement, la question est posée parce que les gens connaissent les Touaregs comme les zones du désert, mais ça reste quand même assez flou dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, oui. Les Touaregs sont une composante du peuplement amazigh, comme tout le monde le sait. C'est le peuplement méridional qu'on retrouve aujourd'hui dans les nouveaux États post-coloniaux, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Algérie et en Libye. Donc c'est dans ces 5 pays, on va dire, que leur territoire a été subdivisé pour être inclus dans les 5 pays après les indépendances. Après, il y a des petites communautés au Tchad, au Soudan, plus les diasporas qui existent dans toute l'Afrique de l'Ouest et même dans les pays du Moyen-Orient ou ailleurs. Donc leur nombre bon, ça reste effectivement des problèmes aussi,
parce que les États ont tendance à minimiser évidemment toutes les communautés qui leur posent problème. Sur les 5 pays, les classements en termes de nombre, on va dire, la communauté la plus importante se trouve au Niger. Combien Au Niger, on estime qu'il y a entre 20 et 25% de la population. La population du Niger, c'est... Entre 3 millions, un peu plus de 3 millions peut-être. Plus de 3 millions, parce que les Niger... La population globale, vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle serait aux environs de 10 millions, voilà, selon vos propres estimations. Le Niger compte à peu près 27 millions aujourd'hui. Oui. On estime qu'il y a entre 20 et 25% de personnes qui sont liées à la culture touareg. D'accord. Qui soient d'ailleurs des nomades ou des sédentaires, parce qu'en fait, très souvent... Ça veut dire dans les 6 millions à peu près. Et dans les 5-6 millions, je pense qu'effectivement, ce n'est pas exagéré de dire ça. Évidemment, quand vous dites ça à un officiel nigérien, ou quand vous regardez les statistiques qui sont publiées officiellement, c'est très loin de ça. Mais en réalité, c'est lui qui connaît bien les pays. C'est que les Touaregs au Niger, ce n'est pas comme au Mali. Hein. Les Touaregs au Niger, c'est sur tout le territoire national. Vous avez des Touaregs qui sont traditionnellement là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis du nord pour aller là-bas. Oui. À la création du Niger, ces Touaregs étaient déjà là-bas. Soit comme pasteurs, soit comme déjà sédentaires à l'époque. D'accord. Et en fait, ce qui trompe souvent les gens, c'est que les États, effectivement, minimisent le nombre de Touaregs. Dans certains pays, ils font des acrobaties un peu en appelant Touareg uniquement les Touaregs des teints clairs, en mettant de côté les Touaregs qui ne sont pas des teints clairs. Donc il y a toutes sortes de gymnastiques qui sont faites pour essayer de minimiser le nombre de Touaregs. Alors que l'identité Touareg... Est-ce que vous considérez, pardon, je reviens à cette question, mais on m'avait raconté à un certain moment que le mot Amazigh vient de Tamashek, de la langue dargui, chez les Touaregs, qui différenciait un peu les deux appartenances au sein de la communauté, les Touaregs bleus qui portent un uniforme bleu et qui en fait sont des blancs, et les Touaregs blancs qui portent l'habit blanc mais qui en fait sont de la couleur de peau noire, et les hommes bleus se font appeler Amazigh, ça veut dire les hommes libres, contrairement à la population de l'époque noire qui était des Touaregs serfs, en quelque sorte. Est-ce que vous confirmez cette information? Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de cette... D'accord, alors si vous n'avez pas entendu parler de ça, d'accord. Effectivement, je n'ai jamais entendu parler de cette différenciation. Je crois tout simplement que quand on parle d'homme bleu, c'est lié à un habit qu'il porte, qui détient sur la peau. L'indigo, exactement, tout à fait. Et les Touaregs blancs qui portent du blanc. Tous les Touaregs, soient blancs ou pas, qui portent un peu cet habit. D'accord. Et ça détient sur la peau. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ils sont... D'accord. Ils deviennent, on les appelle les hommes bleus, en fait, les Européens, dans leur fantasme ou dans leur cliché, ils les appellent les hommes bleus. Mais sinon, est-ce qu'ils se sont fondus dans les populations locales? Par exemple, est-ce que les Touaregs sont restés des tribus pastorales qui nomadisent, mais qui restent entre eux? Ou est-ce qu'une partie d'eux, du moins, se serait fondue dans les populations autochtones, des villes, des villages? En fait, les Touaregs n'ont jamais vécu en autarcie. C'est-à-dire qu'avant même la création des États modernes qu'on connaît aujourd'hui, ils ont toujours commercé, échangé. Ils se sont mariés avec d'autres communautés. Ah, d'accord. Il y a même des mariages exogènes. Même les mariages, effectivement, existent. D'accord. Il peut y avoir des contraintes qui peuvent exister même à l'intérieur de la communauté. Bon, ça, c'est un peu général pour toutes les communautés ou les ethnies, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Hein. Donc, on a toujours des considérations un peu comme ça, des classes qui existent aussi à l'intérieur de communautés qu'à l'extérieur. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la question se pose de moins en moins. Aujourd'hui, les Touaregs se marient avec tout le monde dans la région. Et en termes d'échanges ou de rapports, il y a toujours eu des rapports avec les autres communautés. Parce que les Touaregs, comme je le disais tout à l'heure, il y a les Touaregs pasteurs, éleveurs, parce qu'effectivement, ils vivent de l'élevage, donc ils nomadisent à cause de ça. Et puis, vous avez beaucoup de Touaregs qui sont sédentaires aussi depuis des générations. D'accord. Qui peuvent être agriculteurs, au-delà même de ceux qui sont dans les oasis. Par exemple, chez nous en Algérie, Tamanrast, la ville de Tamanrast, il y a beaucoup de Touaregs. Dans le Hogar. Dans la Gère, à Djanet, par exemple, les Touaregs des oasis sont sédentaires depuis très longtemps. D'accord. En fait, c'est la situation, ça veut dire, c'est l'activité économique qui dit. Est-ce qu'ils parlent la même langue dans tous les pays où ils se trouvent? La particularité, c'est qu'ils parlent tous la même langue. Ou est-ce qu'il y a des déclinaisons? Il y a des accents, évidemment, il y a des différences. Quand un Touareg du Mali entend un autre de l'Algérie ou du machin, on sent à peu près plus ou moins, de quelle région, plus exactement, on ne peut pas dire de quel pays, mais de quelle région, en fait,
Très bien. Voilà. Alors, nous venons d'être rejoints par M. Tiambel Guimabayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci de nous avoir rejoints. Merci de cette invitation. Alors d'abord, votre publication, elle est diffusée depuis ici, depuis la France? Depuis Bamako. D'accord. Ah, depuis Bamako. Et vous êtes à Bamako? Moi, je suis basé ici, mais la rédaction est à Bamako. Ah, d'accord, mais la rédaction est là-bas. Et c'est une publication mensuelle, papier, version papier? Papier, en ligne aussi. En ligne aussi. Et de quoi vous parlez généralement? Politique générale. C'est un organe d'information générale ouvert sur la diaspora, qui traite des sujets socio-économiques, politiques et culturels. Un peu généraliste quand même. Et par rapport aux autorités maliennes de ce moment, quels sont vos rapports avec eux, avec elles, avec ces autorités? Les rapports sont cordiaux, c'est des rapports de respect, de réciprocité. Moi, je vis dans un espace et dans un pays, je défends ma patrie, mon pays qui m'a tout donné, à mon tour également, de partager mon expérience pour que la jeunesse s'en inspire, mais surtout pour lever la voix pour les sans-voix et se battre pour un monde meilleur, un Mali uni et indivisible. D'accord. Alors, on utilise souvent le mot peu flatteur de junte quand on parle des autorités actuelles maliennes qui donc ont pris le pouvoir par la force, qui avaient promis de le restituer, mais qui l'ont quand même gardé. Mais sinon, si vous deviez nous parler de ce qui vient de se passer, d'abord cette alliance un peu de la carpe et du lapin, si on peut dire, hein, c'est vraiment deux entités qui n'ont rien de commun, mais qui sont entendues. Tout à l'heure, notre invité nous avait dit que ça relève de la tactique, de l'alliance tactique pour arriver à une fin commune. D'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc de ce qui vient de se passer au Mali? Ce qui vient de se passer n'est autre chose qu'un attentat terroriste, des actes, une agression d'un pays souverain, indépendant, qui se bat, qui lutte depuis 2012 contre le terrorisme, qui se bat dans ses frontières quand le drapeau est attaqué, quand l'intégrité territoriale est en cause, le peuple se met debout, comme l'inscrit dans notre hymne national. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au dehors, tous debout sur les remparts, plus que jamais résolus, écoutez ce terminal. Nous faisons face quand même à une guerre hybride, asymétrique, qui nous est imposée par une guerre exportée d'ailleurs, qui nous est imposée malheureusement. Vous avez signalé tantôt ces mariages contre nature, mais ce n'est pas nouveau. 2012, nous l'avons connu également avec Ansardine, quand il s'agissait de récupérer, de se battre pour Kidal, où la presse occidentale, à coup de campagne, nous a martelé le départ et fait déjà faiblir, déposer les armes avant que l'ennemi ne vienne. Ça a contribué certainement, mais nous avions tiré les leçons avec des partenaires techniques ouverts sur le monde. Et nous nous sommes remis en cause, nous avons pris notre part de responsabilité de Maliens dedans, Maliens, noirs, blancs, jaunes, tout confondu. Aujourd'hui, c'est un Touareg qui tenait un Imgad, un chef de guerre, qui a fait la rébellion dans les années 2006, et El Hadji Kamou, qui tenait la ville de Kidal, un redoutable guerrier du désert, qui aime sa patrie, qui est sous le drapeau, sous les couleurs, qui ne fait pas de différence et qui ne se sent pas abîmé dans une nation qu'il reconnaît, qu'il a construit depuis des années. Aujourd'hui, c'est un cadre de l'armée malienne. Il est replié stratégiquement depuis les événements malheureux de l'occupation de la ville de Kidal ou de l'envahissement de la ville de Kidal par 12 000 hommes, s'il vous plaît, qui viennent de l'État voisin, du voisin algérien. C'est sûrement, et ils ont aidé ou fermé les yeux là-dessus, mais également sur l'autre voisin mauritanien. Nous formons un angle avec ces deux pays-là qui ne sont pas des pays qui nous soutiennent. Le cas algérien est un cas long, c'est un mariage avec des divorces, des cas successifs. Mais le cas mauritanien est assez inédit. C'est une première que nos relations atteignent ce degré-là, parce que tout simplement, nous avons récupéré 100 km de terre sur lesquelles les populations mauritaniennes vivaient. Contrairement, si nous réinstaurons l'histoire de cette contrée-là, il a été occupé par quand même des populations noires avant. Et depuis, et ça,
la Mauritanie également est entrée dans un jeu stratégique, géopolitique, international, où vous avez des mercenaires ukrainiens qui ont entraîné ces illuminés à maîtriser les drones. Vous avez des Italiens, on parlait italien dans la zone. Je me demande si c'est un conglomérat de mafiosos ou en tout cas... Nous allons parler de ça, mais avant, j'aimerais que nous puissions écouter le général qui a trouvé la mort lors d'un attentat. Il s'agit du général corps d'armée Sadio Camara. Et puis, j'aurai d'autres questions à vous poser l'un et l'autre. Écoutons le général Sadio Camara. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture, plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Vous lui avez redonné l'initiative, toujours tournée vers l'avant, sans esprit de recul. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité, dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois, que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, des ressources matérielles ou financières pour nos veuves et nos orphelins, ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie, les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font de l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Alors, je reste toujours avec vous. Pourtant, aujourd'hui, selon certaines déclarations, l'État malien, ou la junte malienne, on l'appelle comme on veut, est en train de déclarer qu'elle a été trahie par les Russes. Avant de recevoir l'ambassadeur russe, où il y a eu un changement de ton, mais des déclarations ont été faites que les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir, l'Afrika Corps, et qu'elle a laissé faire. Votre avis personnel? Je ne pense pas. Je tiens à m'incliner devant la mémoire de cet officier intrépide qui est un pur produit de l'armée malienne, le général de corps d'armée Sadio Camara, arraché à notre affection la main à l'arme. Il est tombé en combattant, en tirant, en se défendant, en défendant sa patrie. Il s'est battu jusqu'à la mort pour sa patrie et pour son pays. Ceci dit, par rapport aux relations avec la Russie, d'ailleurs, la transition est toute trouvée parce qu'il est l'artisan de cette relation-là. Elle a existé avant, mais il était tout simplement en formation là-bas, en stage de quelques mois, et il est retourné en 2020. Il a coïncidé avec cette situation politique au pays, et il a joué un rôle important là-dedans de rapprochement entre l'État russe, la Fédération de Russie avec la Mali. Il y a d'autres, sous Modibo Keïta, le docteur Seydou Badian Kouyaté, et bien d'autres avec la Chine. La relation ne date pas d'aujourd'hui. Mais certes, la réalité est qu'il y a une disproportion. C'est venu de la presse, d'un fake news de la presse internationale, la presse française, occidentale, qui est utilisée aujourd'hui comme une arme à notre temple. RFI, un correspondant basé hors sol, qui ronronne depuis quelques mois que la Fédération de Russie ou Africa Corse aurait négocié, je mets tout ça au conditionnel parce que ce n'est pas prouvé, aurait négocié avec l'Algérie pour permettre aux combattants, ça fait partie des lois de la guerre. Si une ville veut être occupée, si les blessés de guerre doivent quand même être évacués, ça, des organisations sont là pour le permettre. Mais il n'y a pas de papier, aucun document n'est là pour... Ça reste de l'ordre de la spéculation. Purement et simplement. Alors, Abdoulaye Atayoub, d'abord, est-ce que vous auriez quelque chose à dire au sujet de ce que vient de dire notre ami? Évidemment, il y a des choses effectivement que je ne peux pas partager. Donc, je rappelle que moi, je suis président d'une organisation, donc la Diaspora Touareg en Europe. Donc, je ne rentre naturellement pas dans les relations entre le Mali et ses voisins. Donc, ça, c'est une problématique sur laquelle je ne m'exprime pas.
Par contre, là où j'estime légitime d'intervenir, c'est sur la manière dont la communauté touareg au Mali est traitée par l'État malien, donc par les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Depuis, on va dire, pour raccourcir, hein, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc, et effectivement, bon, monsieur s'incline devant la mémoire de Sadio Camara, l'officier qui vient d'être tué. Ce que je peux comprendre. Hein, donc, oui. Donc après, il ne faut quand même pas oublier que ce monsieur, c'est quand même lui qui a fait venir Wagner. Et Wagner, pour nous, pour la communauté touareg malienne. L'Africa Corps. Après l'Africa Corps, oui, donc après qui est devenu après l'Africa Corps. Pour nous, ces derniers temps, ces mercenaires, on peut les appeler comme on veut, finalement, ils se sont beaucoup illustrés par les massacres de populations civiles, par des drones. Donc on a quand même chaque semaine soit des familles, soit des véhicules civils qui sont frappés par des drones, donc de ces milices ou de ces troupes paramilitaires, il faut le préciser. Ces troupes paramilitaires russes accompagnant l'armée malienne. Oui. Donc, et lui, nous, on les tient, lui, comme responsable, comme d'ailleurs l'ensemble du pouvoir actuel malien. Est-ce qu'il y avait des attaques ciblées contre les Touaregs? Ou alors des attaques d'une façon générale contre les rebelles, entre guillemets, ce qu'il convient de dire, ça veut dire les gens du FLA, les gens de JNIM, groupe islamiste. Pratiquement depuis 2012, en fait, il y a effectivement les djihadistes, les JNIM, l'État islamique dans la région. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est que l'État malien, même à l'époque des anciens présidents, hein, donc du PK et ceux qui l'ont suivi, étaient beaucoup plus omnibulés, beaucoup plus fixés sur l'Azawad que sur les islamistes. D'ailleurs, ça a été dit, même par des officiels, que les véritables ennemis, ce n'est pas l'État islamique, ce n'est pas les djihadistes, c'est vraiment la question de l'Azawad. Ça veut dire finalement qu'il n'y a pas une volonté politique de traiter cette question, qui, je le rappelle, est une question qui existe bien avant la création du Mali. Ce n'est pas quelque chose qui est né. Peut-être que l'Azawad est une entité fondamentale, ethnique, identitaire, culturelle, alors que le JNIM, c'est une organisation politique qui peut être passagère, qui peut changer, qui peut disparaître. L'Azawad, c'est une région. C'est une région dans laquelle il y a des communautés, dont la communauté Touareg, il y a d'autres communautés. Effectivement, c'est une région qui se sent négligée depuis l'indépendance du Mali. Vous m'avez dit tout à l'heure, et je vais demander l'avis de notre ami, que dans tous les pays où ils se trouvent, et où ils ont toujours existé, avant même qu'il n'y ait ces frontières, bien sûr, que les Touaregs sont sous-représentés dans les institutions qui valent ce qu'elles valent. Hein. En fait, vous confirmez ça fait partie du fond du problème. C'est vrai au Mali, c'est vrai au Niger, parce que, bon, pour ne parler que des pays du Sahel central, hein, donc le Burkina Faso était une situation un peu différente, du fait de la faiblesse de la communauté, en nombre de la communauté Touareg. Mais dans ces pays, s'il y a une rébellion, déjà au Mali en 1963, quand il y a eu la première rébellion, c'était quoi le problème? C'était que les communautés de l'époque, pas que Touareg d'ailleurs, les communautés du Nord, ce qu'on appelle l'Azawad, ces communautés finalement demandaient uniquement à être associées à la gestion du nouvel État. C'était ça la revendication, ça a été mal compris, ça a été réprimé dans les sangs par le président de l'époque, Modibo Keïta, et ça fait des centaines, voire certains disent des milliers de morts. Malheureusement, c'est passé à la trappe, c'est passé comme une lettre à la poste, tout simplement parce qu'il y avait un contexte géopolitique qui permettait effectivement de faire ça. Personne ne voulait en parler, ni l'Algérie, ni la France, qui sont les deux parrains, on va dire, de cet espace depuis l'indépendance, depuis la création de ces États. Et après, il y a une succession de rébellions, les rébellions des années 90, les rébellions des années 2012, avec toujours les mêmes revendications. Sauf qu'en 2012, effectivement, il y a eu cette fameuse réclamation de l'indépendance de l'Azawad, qui était, à mon avis, juste une manière un peu de réveiller la communauté internationale, de dire qu'il y a une question là qui n'a jamais été traitée, malgré le fait qu'il y ait plusieurs accords qui ont été signés, le pacte national en 92, après d'autres accords au début des années 2000. Effectivement, les gens en fait, pensaient qu'il fallait faire quelque chose pour réveiller la communauté internationale, d'où cette déclaration d'indépendance en 2012. Et après cette déclaration, il y a eu des négociations. Les mêmes pays sont intervenus, même de manière plus large, avec l'Algérie comme chef de file de la médiation, pour trouver des accords de paix, les fameux accords d'Alger,
qui étaient en réalité des accords forcés un peu par la communauté internationale, qui ont obligé les deux parties, aussi bien la partie de l'État que la partie de l'Azawad, parce que les deux, finalement, ne voulaient pas de ces accords comme ils étaient. Oui. Bon, ils ont été forcés de les appliquer, de les signer. Malheureusement, ces accords n'ont pas été appliqués. Et tout le monde les a négligés. Ils ont avorté. Tout le monde les a négligés. Ils ont été rejetés par tout le monde. Voilà, mais tout le monde les a... en fait, la communauté internationale qui a forcé à les signer aurait dû, à mon sens, imposer leur application, c'est-à-dire créer les conditions de leur application, l'imposer aussi bien au mouvement de l'Azawad qu'à l'État malien. En fait, la chose a été laissée, a été abandonnée. Juste pour la forme. Juste pour la forme, en espérant je ne sais pas quoi. Effectivement, à un moment donné, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, bon, ils ont vu que c'était assez payant finalement de les rejeter, parce que beaucoup de Maliens les rejetaient, parce que bon, ils sont travaillés aussi par d'autres courants qui présentaient les accords comme étant des concessions faites aux Touaregs, faites à l'Azawad, et que c'était la partition du Mali, alors que dans les accords, en fait, c'était une forme de décentralisation, tout simplement. Il n'était pas question de créer un État. Donc, malgré la déclaration d'indépendance... Il n'est toujours pas question de créer un État. Il n'y a pas d'objectif chez les Touaregs d'avoir demain une nation Touareg. Je ne connais pas d'organisation Touareg qui soit dans ça. Qui revendique, parce que bon, la question de l'Azawad, par exemple, les FLA aujourd'hui, les FLA ne se revendiquent pas comme étant une organisation Touareg. C'est une organisation, effectivement, dans la majorité de combattants Touareg. Les leaderships, ils sont Azawad. Et dans l'Azawad, il n'y a pas que des Touaregs. Dans l'Azawad, il y a des Songhai, il y a des Peuls, il y a des Bambara. Il y a des Arabes. Il peut y avoir aussi des Bambara. Mais on n'a pas. Traditionnellement, dans cette région, c'est les 4 communautés quand même. Les Touaregs, les Songhai, les Peuls et les Arabes. Donc c'est les 4 communautés qui sont... Mais bon, aujourd'hui, effectivement, ça fait 60 ans que les pays existent. Il y a tout un mélange. Donc j'imagine qu'il y a... Alors, M. Guima Bayara, d'abord, j'aimerais que nous fassions des réponses assez dynamiques à partir de maintenant pour pouvoir faire le tour d'un peu toutes les questions. Est-ce que les Touaregs sont sous-représentés au Mali, sans langue de bois, très franchement, très vraiment? Non, je ne crois pas que les Touaregs soient sous-représentés au Mali. J'appartiens à un groupe qui est hyper minoritaire. Nous sommes les Diawambé, une ethnie en 15 patronymes qui est très moins sous-représentée. Mais puisque je suis vraiment assez noir, ce n'est pas visible. Mais par contre, entre les Imgad, les Ivoiras, les Arabes et les autres, c'est plus visible. Il n'y a pas de problème Touareg au Mali. Les Touaregs n'ont aucun problème au Mali. En réalité, c'est une incompréhension, une incompatibilité. Depuis la première rébellion, depuis d'ordre politique est prononcé, il est vraiment prononcé. Depuis la première rébellion de 1963 jusqu'à nos jours, nous avions connu une série de négociations parrainées par le parrain algérien qui n'a jamais donné de résultat. Et les Touaregs ont occupé toutes les fonctions au Mali, de la position primatoriale jusqu'à la position de gouverneur ou d'expert. Ils ont vraiment intégré la société malienne. Ils sont plus maliens que nous autres Maliens. Bien sûr, Mohamed Agamani, je peux citer, et la liste est longue. Elle est longue. Des généraux. Il y a Gamou est là, Hadj Gamou est là, entre autres, et d'autres sont tombés dans cette lutte-là. Vraiment, il n'y a pas de problème en tant que tel identitaire par rapport aux Touaregs au Mali. Maintenant, celui dont il dit qu'il a proclamé l'indépendance en 2012, la demande d'indépendance, soi-disant d'indépendance de l'Azawad qui est une prairie au nord de Tombouctou, qui n'est rien de mémoriel ni d'historique. S'il s'agit d'une prairie dont ils ont pris politiquement pour mettre du contenu, il est aujourd'hui ministre de la République. On s'est affronté sur les plateaux par rapport à ce débat-là. Vous le connaissez, Moussa Agatayer, il est aujourd'hui ministre de la République. Il défend la République. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. Le ministre de la Communication est un Touareg. Donc, il n'y a pas de problème de fond par rapport au Touareg. Le problème est l'instrumentalisation de l'Algérie, qui nous a rejeté, filé sa guerre, qui a causé malheureusement plus de 300 000 morts avec l'accession du fils au pouvoir en son temps, des conditions difficiles. On nous a refoulé toute cette brebis galeuse et désarmé tout le Nord avec des frontières poreuses. Est-ce que les Touaregs font l'objet d'une répression sur le terrain? Il y a eu des difficultés. Sur le terrain. Il y a eu des difficultés. Est-ce qu'on envoie des troupes contre ces gens? Non. Est-ce qu'il y a eu des massacres, des carnages? Non. À ma connaissance. Je vais vous donner à ma connaissance, non. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a eu des confusions, il y a eu des amalgames à des moments donnés de l'histoire de l'évolution de notre nation, comme
tout pays, comme toute nation, avec des difficultés. Et nous reconnaissons cette part-là. Non, sinon, aujourd'hui, on aurait donné le même épouvantail par rapport au Peul, par rapport à d'autres nations, par rapport à d'autres ethnies. Le Mali est une terre de paix, une terre ouverte, un havre multiconfessionnel, multi-ethnique qui est un et indivisible, où toutes les ethnies vivent en symbiose. Il y a des difficultés, je ne le conteste pas. Alors, on va laisser répondre, M. Abdoulaye. Je pense qu'on ne doit pas parler du même Mali, donc, tout simplement, parce qu'il se trouve que moi, depuis 1990, c'est une question que je suis pratiquement au quotidien, donc ce qui se passe sur la communauté Touareg au Mali. Vraiment, c'est une question que je maîtrise assez bien. Et moi, je me rappelle, dans les années 90, j'ai suivi tous les massacres qui ont lieu sur les puits, à Gossi, à Fouïta, dans tous les massacres où l'armée malienne débarquait sur un puits et massacrait les populations. J'ai un souvenir du massacre d'Iléré, où l'armée est arrivée, elle a massacré tous les hommes du village, elle les a réunis sur la place publique, et des dizaines de personnes ont été fusillées les mêmes jours. Et je sais que dans les villes comme Gao, Tombouctou, des membres, la chair humaine a été distribuée à la population pour montrer la bravoure de l'armée. Donc on ne peut pas dire des choses comme ça. Ça, c'est des choses que moi, j'ai suivi. Ça, c'est votre droit. Ça, c'est votre droit. Vous ne pouvez pas parler. La violence est condamnable de toute façon. Vous ne pouvez pas parler de l'État malien aujourd'hui par rapport à la question Touareg. J'ai dit tout à l'heure que moi, je m'exprime sur la question Touareg, en disant que les Touaregs ne sont pas marginalisés. Vous parlez tout à l'heure des personnalités, effectivement, qui ont occupé des postes. Ça existe partout. Qui occupent des postes. Ça existe partout. En matière d'infrastructure dans l'Azawad, est-ce que l'Azawad dispose... Pas au nord du Mali. Bon, disons cette partie du territoire qu'on appelle Azawad. Est-ce qu'il dispose des mêmes des infrastructures? Est-ce que je peux terminer là, parce que par rapport à ce qu'il a dit, sur le fait que l'Azawad, c'est juste un endroit... Je veux dire, est-ce que les Mali ou Bamako, ça signifie quoi, Bamako? Ça signifie quoi? Tous les noms qu'on donne à des entités politiques sont des noms qui sont tirés d'une situation particulière. Pourquoi la question de l'Azawad? Pourquoi le fait que les gens de l'Azawad décident de donner les noms Azawad à leur territoire, ça peut poser problème, alors que ce n'est pas moins légitime que les noms du Mali ou du Bamako ou d'autres, qui veulent aussi dire des choses dans d'autres langues. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un argument qui ne peut pas tenir. Donc, après, moi je pense que si on veut régler la question politique, on ne peut pas la noyer dans la question terroriste ou islamiste ou djihadiste. Et à chaque fois, ces derniers temps, c'est ça le problème du Mali. C'est que depuis qu'ils ont vu que la communauté internationale est plus réactive à la question islamiste, djihadiste, terroriste, ils ont voulu mettre la question Touareg, la question de l'Azawad dans cet espace. D'ailleurs, ces derniers temps, quand ils ont dénoncé les accords de paix, tout de suite, les gens de l'Azawad sont devenus tous des terroristes. C'est qu'on oublie les langages des autorités maliennes, des experts, tous les gens qui se sont parlé depuis 2 ans, qui s'expriment sur cette question, ne parlent plus de la question de l'Azawad. Moi, j'ai écouté un intellectuel malien, le parolier de l'hymne national du Mali. Il s'appelle Sédou Badian Kouyaté. Voilà. Je l'ai entendu, j'ai lu un texte signé de lui où il dit les Touaregs n'ont jamais existé en tant que population avec un fief, avec une terre. C'est des nomades qui transhument, qui nomadisent d'un endroit à un autre. De quel droit est-ce qu'ils s'imposeraient comme détenteurs d'un territoire? En réalité, cette zone-là, quand même, c'est la mémoire, l'histoire ne ment pas. On connaît le Ouassolo au Mali, on connaît le Ouagadou, on connaît le Ghana, on connaît l'Empire Bamana, mais cette zone-là a été habitée par des hommes et des femmes. La zone de Kidal. Kidal, ça veut dire quoi en soninké? Kidal, ça veut dire que tu es resté longtemps. Donc vous n'êtes pas les premiers occupants de cette zone-là. Il y a eu d'autres populations qui l'ont occupée. Et ces marécages-là, vous n'avez aucun droit d'utiliser ces marécages pour votre combat politique en transposant au nom des autres populations qui vivent là. Vous marginalisez, vous avez des esclaves, vous esclavagisez une partie même, les Bellards noirs, les peaux noires qui sont au nord là-bas, ils sont esclavagisés. Il y a des difficultés. Vous savez très bien que l'esclavage aujourd'hui chez les Soninké, dans la région du sud du Mali, est beaucoup plus présent. Je ne le conteste pas. Dans le sud du Mali. Et pourquoi vous utilisez ça? Mais c'est un problème aussi. Je veux dire, c'est quand même une malhonnêteté intellectuelle vous le reconnaissez de fixer la question de l'esclavage qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un phénomène qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une réalité. Toutes les communautés, c'est une réalité chez les Soninké.
Mais c'est une réalité dans toutes les communautés. Et même entre vous, entre Imgad et Ivouras. Non, ça c'est l'histoire. Ça c'est quelque chose que l'État malien utilise depuis des années. Les conflits entre deux communautés. On n'a pas inventé ça. Des tribus. Ça existe. On ne l'a pas inventé, on l'a trouvé. Les Touaregs blancs et les Touaregs bleus, comme on dit, c'est ça? Les hommes bleus, les hommes noirs, ils se font même une stratification par rapport aux Toutes les communautés de l'Afrique de l'Ouest sont hiérarchisées. Par rapport à la hiérarchisation, la mauvaise hiérarchisation. La majorité intellectuelle, c'est de faire croire que les Touaregs sont hiérarchisés. Et je ne dis pas que les Touaregs... Toutes les communautés de l'Afrique c'est une des tares occidentale, ce n'est pas une tare Touareg, c'est une tare de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous dites pas ça? Non, je ne dis pas que c'est pas ailleurs. Ce n'est pas un argument que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas à des proportions, c'est des proportions vraiment différentes. Non, il n'y a pas de proportions différentes. Moi, il n'y a pas un an, j'ai regardé sur France 24 ici en France, un reportage actuel qui a été fait chez les Soninké sur l'esclavage là-bas. Où c'est qui se passe là-bas? Moi, je ne l'ai jamais vu chez les Touaregs. Il ne peut pas exister. Donc, bon, après, vous pouvez toujours dire que c'est instrumentalisé, c'est pas instrumentalisé, ça c'est votre opinion. Nous devons passer à autre chose, mais je vais vous proposer, vous êtes d'accord l'un et l'autre, de refaire une émission où nous pourrions aller au fond de ces questions. Avec plaisir. Et où nous pourrions peut-être, vous, l'un et l'autre, aider à une meilleure compréhension, pas seulement dans votre pays commun, mais aussi à travers... tout le Sahel, tous les pays du Sahel. Mais sinon, la question... D'abord, qu'est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, je vais commencer par vous, de cette grosse surprise? Comment ça se fait qu'un pays comme la France, qui est très présent sur le plan du renseignement dans toute la région, et mieux que lui, l'Algérie, qui est omniprésente non seulement dans l'information, mais aussi même dans la manipulation et la subversion. Nous connaissons par exemple la création de l'AQMI, qui était GSPC, qui est devenu AQMI, qui a réussi à se faire bénir par Zawahiri de la Qaïda. Alors, l'un et l'autre, comment expliquez-vous qu'une telle opération, d'une telle envergure, n'ait pas été prévu par des pays comme la Russie, la France, la Turquie? À votre avis, est-ce que tout ce beau monde était au courant et que chacun, et l'Algérie surtout, et que chacun voulait voir venir pour tirer ses propres épingles du jeu? Ou est-ce que réellement une telle opération a pu se tenir dans le secret le plus total? Impossible. Alors, dites-nous. Je pense qu'une telle opération ne peut pas se tenir en dehors des radars. La France a été cherchée du Sahel depuis 2012, du Mali, par rapport à sa mauvaise gestion, à son échec. L'Algérie, on a la pomme de discorde avec l'Algérie, c'est l'imposition de l'application de cet accord qui ne passe pas. Et depuis ces 2 pays ou 3 pays, ça peut s'élargir à d'autres pays. Il y a l'Ukraine avec son antagonisme avec la Russie qui veulent transporter leur conflit sur le continent africain. Il y a ces gestions, ces rapports. Le Mali s'est ouvert au monde, à la Chine, à la Turquie, à la Russie, qui a donné un partenariat technique et financier, un accompagnement certain. Mais il n'est pas possible, même les Américains, il n'est pas possible que cela passe sous silence. Maintenant, la Russie, elle est franche. Elle discute, elle échange. Elle est quand même partie aux côtés du Mali pour l'aider, pour l'appuyer. Mais assez, parce qu'elle a aussi un front qui est ouvert de l'autre côté. Mais la question, depuis que le Mali a recusé la question sahraouite et s'est porté à tirer les leçons de sa situation depuis 40 ans, l'Algérie n'a pas laissé passer, et c'est la pomme de discorde. On se pose des questions quand même. Vous pensez que ce serait un règlement de compte? 1400 km de frontières, 12 000 hommes qui rentrent sur le territoire malien, 12 000 hommes armés. Qui viennent d'où? Qui viennent de la Mauritanie et de l'Algérie. Qui viennent de la Mauritanie, avec des Ukrainiens. Vous, les hommes seraient venus de la Mauritanie et de l'Algérie? 12 000 hommes ne tombent pas du ciel. Ils ne seraient pas de l'Azawad? Non, il n'y a pas 12 000 hommes de l'Azawad. Les combattants, on ne peut pas... Mais c'est vous qui dites 12 000 hommes. Comment ça? 12 000 hommes, parce qu'on a répertorié un surnombre et des combattants qui sont aguerris, qui maîtrisent des drones et qui pilotent des drones, qui peuvent poser des mines. Et ça, l'Azawad n'a pas cette expertise-là. Il faut être honnête. On n'en a pas. Ils sont soit des Sahraouis, soit des hommes ou des femmes ukrainiens, et même des Italiens qu'on a amenés. Donc c'est là la pomme de discorde avec la Mauritanie qui ne laisse pas passer ces situations. Nous connaissons nos ennemis. Je crois que ces pays-là, frères et amis, l'Algérie, on a donné un gîte
au père de l'indépendance. Il a habité Gao, Abdel Gao. Il a habité Gao, Abdel Bouteflika. Il avait une maison à Gao et nous avons participé à la libération de l'Algérie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut récompenser. Bouteflika, on l'appelait d'ailleurs Abdel Mali. Voilà. Oui. Il avait un gîte à Gao. Et donc, oui, mais si les 12 000 hommes étaient venus de Mauritanie et de Mali, il y aurait des images. On n'infiltre pas 12 000 personnes comme ça. On les a vus rentrer. On les a vus. Et ces images-là sont documentées. Et l'État malien ou la junte malienne, est-ce qu'ils ont des images? L'État malien a des images. Pourquoi il ne les a pas diffusées? Ils sont documentés. Ils les ont. L'État malien a plusieurs fois porté plainte contre les puissances occidentales depuis l'occupation, depuis les mouvements, les bavures, plusieurs bavures qui ont lieu au nord, au centre du pays. Ça n'a jamais été suivi d'effet. On a intenté un procès devant la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, à l'Algérie. Ça, il n'a pas répondu présent par rapport à l'abattage de ce drone-là. Un pays qui abat ton drone, soit disant qu'il est sur son territoire, il nourrit déjà une inimitié et une guerre ouverte. Oui, c'est excusé après. Il y a des thèses différentes. Chacun a sa propre thèse. J'entends la thèse algérienne. Voilà. Elle n'est pas il n'y a pas eu d'enquête véritable. véritable. Les Américains auraient pu dire, les Français auraient pu dire, ils disposent de satellites. Ça n'a pas été fait. Mais si on n'a pas fait de procès, donc chacun reste avec sa thèse jusqu'à preuve du contraire qu'on trouve. Et nous croyons à la thèse malienne. Moi, je crois à la thèse malienne. D'accord. Bon, moi je pense effectivement, j'ai entendu les accusations du monsieur contre l'Algérie et la Mauritanie, donc c'est lui qui donne des chiffres. Bon, après, moi je ne vais pas sur ce terrain, mais je pense effectivement que c'est une opération aussi importante ne peut pas échapper, effectivement, à mon avis. Moins sur ce point, on peut se rejoindre uniquement sur cet aspect, que je ne crois pas du tout que ce soit une surprise. Même pour les communs de mortels, on savait qu'il allait se passer quelque chose. On savait que les gens de l'Azawad ne pouvaient pas rester dans la situation dans laquelle ils étaient. Après avoir perdu la ville de Kidal sous la pression des Russes, parce que je rappelle quand même que c'est les Russes qui ont repris Kidal, ce n'est pas l'armée malienne. L'armée malienne, sans les Russes, n'aurait jamais occupé l'Azawad. Ça fait quand même depuis 60 ans qu'on suit cette question. L'armée malienne a été défaite à chaque fois qu'il y a des bagarres, depuis 63 jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'arrivée des Russes, ça c'est la réalité, factuelle. La conquête de 2012, ça c'est la réalité. Et de 2023. Vous suivez, je vous ai laissé parler, donc oui, la règle c'est que je vous ai écouté malgré tout ce que vous avez dit, que je n'ai pas partagé. Donc depuis 63, à chaque fois qu'il y a eu des bagarres, les gens de l'Azawad les ont vaincus. Malgré effectivement le fait qu'à l'époque, ils n'étaient pas soutenus. Il n'y avait aucun pays qui a soutenu le combattant de l'Azawad. Depuis 63, je peux dire ça. Et aujourd'hui, qui soutient l'Azawad? Aujourd'hui, il y a une situation géopolitique qui fait qu'effectivement, on ne peut pas exclure que des jeunes de l'Azawad ont pu être formés en Ukraine ou partout. Donc, d'ailleurs, je ne vois absolument pas du tout pourquoi ils ne les feraient pas. Pourquoi le Mali va aller chercher des mercenaires russes, venir massacrer les populations civiles touareg, et que les combattants de l'Azawad, eux, ne peuvent pas aller chercher les Ukrainiens ou les Chinois ou n'importe qui pour les aider. Pour moi, ça n'a aucun sens. On ne peut pas s'inscrire dans cette logique-là. C'est-à-dire que je ne vois pas en vertu de quoi l'État malien, lui, qui est censé protéger sa population civile, et qui massacre. Vous voyez, il dit l'État malien, il ne dit pas la junte, contrairement à moi. Non, parce que moi, c'est l'État malien, il y a un État qui parce que moi, je regarde au-delà de la junte. Moi, je ne vois pas parce que je considère que c'est une question qui a une profondeur historique et que la junte... C'est tout à votre honneur. L'État, la junte, ça a radicalisé la situation en dénonçant les accords d'Alger, en créant la situation de chaos qu'on connaît aujourd'hui. Mais sur cette question-là, je pense qu'il y a une certaine continuité de l'État, effectivement, malien, depuis sa création jusqu'à maintenant. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je le vois. Donc, on ne peut pas reprocher aux gens de l'Azawad, effectivement, de chercher des alliances, y compris d'ailleurs avec les Jnim, même s'ils ne partagent pas, vous savez très bien que les Jnim ne partagent pas du tout l'agenda des gens de l'Azawad, et vice-versa, et que là, effectivement, s'il y a une alliance tactique qui s'est faite, bon, je ne connais pas les termes, donc ça s'est fait dans les années en 92, ça s'est mal terminé, comme vous le savez, parce qu'effectivement, il n'y avait pas le même agenda. Et ça continue à l'être. Donc maintenant, bon, je ne sais pas comment ils vont gérer la suite. Donc ça, à la limite, ce n'est pas tellement mon problème. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais moi, ce que j'aimerais vous entendre l'un et l'autre, vous avez 1 minute chacun. Qu'est-ce que vous attendez de cette situation? Qu'est-ce que vous espérez? Et après, je vous donnerai le mot de la fin. Moi, ce que j'espère, cette situation, c'est qu'elle permette aux autorités maliennes, à la classe politique malienne, aux intellectuels maliennes, de sortir un peu de la posture du monsieur, c'est-à-dire du déni, de la question de l'Azawad, et de savoir qu'on ne peut pas construire un pays comme le Mali, qui est composé d'une multitude de communautés, effectivement,
Ces communautés vivaient dans des espaces. La France a trouvé ces communautés dans des espaces bien précis. Et toutes ces communautés ont combattu la colonisation dans des espaces connus, avec des personnalités connues. Et si on veut construire un État, si on construit une nation avec tout ça, on est obligé d'intégrer tout ce monde dans un récit national partagé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le récit national, il est construit autour de la communauté, autour de Bamako, autour de la culture mandingue, on va dire, pour simplifier, et qu'effectivement, les communautés, pas que Touareg, hein, d'ailleurs, d'autres communautés, effectivement, sont uniquement gérées par la situation, par les systèmes. C'est ce que moi j'appelle les systèmes qui ont hérité les pouvoirs politiques de la colonisation française. Et tant que les Maliens, aussi bien les autorités que les intellectuels, n'ont pas ça à l'esprit, qu'il faut vraiment sortir un peu de ces dénis, sortir un peu de cette posture de penser qu'ils peuvent toujours tout imposer par la force, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on ne peut plus, parce que tout le monde peut utiliser des drones, tout le monde peut avoir des avions, tout le monde peut avoir des alliances. Effectivement, ce n'est plus possible aujourd'hui de vouloir construire une nation avec cet esprit-là. M. Gimbayara. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème Touareg au Mali. Le peuple malien est indivisible depuis son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours. Et il n'y a pas de supériorité de domination d'une partie, d'une ethnie sur une autre au Mali. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, égal en droit et en justice sur le territoire. Mais cependant, il y a des difficultés de croissance et d'évolution géostratégique, géopolitique, des difficultés qui font que le Mali peut les surpasser par le dialogue, par l'échange. Et ça, on a signé combien d'accords Alger qui n'ont pas été validés, qui n'ont pas donné issue. Maintenant, la souveraineté du Mali n'est pas discutable, l'intégrité territoriale n'est pas discutable, et c'est à Bamako que les fils du Mali se trouvent autour d'une table pour discuter de l'avenir du Mali, Touareg, Peul. Tous les Maliens sont les bienvenus pour se donner la main et soulever ce Mali-là qui appartient à nous tous, qui est notre bien commun, qui est notre destin commun. J'aime bien le dire parce que les Touaregs, profondément, comme tous les autres Maliens, sont des Maliens d'abord, avant d'être des Touaregs, avant d'être des Soninké, des Bozo, des Peuls. Nous sommes unanimes là-dessus et je crois que ce n'est pas par la guerre qu'on va le régler, ce n'est pas en se faisant sponsoriser. Je crois que cette cause a été disqualifiée par l'alliance avec le JNIM, qui sont des terroristes. Aujourd'hui, on ne peut que les appeler des terroristes en alliance contre un État. Et ça ne passe pas. M. Gimbayara, merci. M. Attayoub, merci. J'espère vous revoir bientôt. Nous pourrions continuer à en parler, comme vous venez de le faire, de véritables gentlemen. Je vous félicite. Et j'espère que ça pourrait mener les uns et les autres fils d'une même nation vers j'allais dire des aubes autrement plus prometteuses. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Nous sommes disposés à vous recevoir encore et pouvoir en parler. Les uns des autres. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée.